Dr Holmes, l'industriel serial killer. Une vision anarchiste du fait divers. Chicago, 1893. La ville était en plein essor. Ici était en train de naître une nouvelle ère pour l'humanité, celle du capitalisme industriel. C'était ici que les premiers buildings voyaient le jour, les premiers gratte-ciel, les premières méga-entreprises, mais aussi les premières grandes usines et le début du travail à la chaîne. C'était ici aussi qu'on avait construit les plus grands et les plus sophistiqués abattoirs du monde. 14 millions de bêtes abattues par an. Pour obtenir un tel rendement, on avait fait appel aux toutes dernières technologies, que ce soit dans le domaine de la mécanique ou de celui de la division du travail. D'ailleurs, c'est en visitant ces abattoirs qu'Henry Ford aura l'idée, 20 ans plus tard, de reproduire les mêmes méthodes pour la construction automobile. Des méthodes inspirées du taylorisme autour de concepts comme la rationalisation qui, dans les abattoirs de Chicago, si elles faisaient passer des bêtes de vie à trépas avec une efficacité encore jamais atteinte, broyaient autant de corps et d'esprits humains par des gestes répétitifs et abrutissants dans un environnement de mort, de peur et de souffrance. Mais si le centre-ville pouvait s'enorgueillir d'imposants bâtiments modernes, de trottoirs en bitume et des premiers pylônes électriques, tout autour, c'était la banlieue, sale et débordante d'un sous-prolétariat aux abois qui s'agglutinait là dans l'espoir de grappiller quelques miettes. Dans un état de misère crasse et des conditions d'hygiène déplorables, une espèce de cour des miracles à l'américaine survivait en croyant naïvement que le capitalisme la sortirait de sa situation. Ici, les habitations semblaient avoir été jetées par une main gigantesque, comme on lance des dés. Elles se chevauchaient de manière anarchique dans un chaos dont seuls les autochtones comprenaient l'organisation. Ainsi, telles les deux faces d'une pièce, la ville avait deux identités séparées entre elles par une frontière invisible. Et l'opulence de l'une reflétait l'exact opposé de l'autre. D'un côté, la violence sociale, la pauvreté comme une malédiction et la prostitution héréditaire. De l'autre, une ville neuve qui attirait comme un aimant tout ce que le pays comptait d'entrepreneurs, d'inventeurs et d'innovateurs. D'ailleurs, 1893, c'était l'année où la ville devait accueillir la grande exposition universelle. On espérait pas moins de 20 000 visiteurs et visiteuses, il y en aura 27 millions. Et c'est dans le but très lucratif de loger une partie de ce public qu'on a construit en un temps record le Holmes Castle, un hôtel énorme non loin des fameux abattoirs. L'édifice de 3 étages comptait en plus d'une trentaine de chambres au dernier étage, un espace commercial au rez-de-chaussée avec divers magasins, ce qui à ce moment-là constituait déjà une première. Au second étage se trouvaient les bureaux du propriétaire, le Dr Holmes, qui, en plus de la gestion de l'hôtel avec son associé, s'occupait entre autres d'une pharmacie située dans la surface commerciale. À côté de celle-ci, une boutique d'achat de brevets, car le docteur était passionné par toutes les nouvelles technologies censées nous rendre la vie plus facile. Dans le voisinage, on appelait l'hôtel le château à cause de ses 4 tours qui en ornaient la façade. Il était l'une des fiertés de la ville et représentait ce qui se fait de mieux en la matière. Gaz et électricité à tous les étages, à l'heure où la majorité de la population n'avait même pas l'eau courante. Pièces inifugées, tapis épais et couloirs labyrinthiques et, encore une innovation pour l'époque, un monte-plat. Par une astucieuse arnaque bancaire, le Dr Holmes s'était rendu propriétaire de l'hôtel de ses rêves. Désormais, on le respectait, on le craignait. Il baignait dans la violente euphorie de Chicago dans ces années-là, qui voyait s'installer la civilisation de la mécanisation industrielle et de la consommation de masse, et donc de la froide rationalisation qui déshumanise les êtres. Et ça, le Dr Holmes l'avait bien compris. En un sens, il pourrait même représenter à lui seul le symbole de ce monde qui naissait. Car le Dr Holmes ne s'était pas toujours appelé comme ça. En plus, il n'était même pas médecin, mais on y reviendra. À sa naissance, 33 ans plus tôt, ses parents l'avaient nommé Herman Webster Mudgett, mais tout le monde à l'époque l'appelait Herman. Ses parents sont considérés comme faisant partie des premiers descendants des pionniers de l'État du New Hampshire. Pour donner une image, autant dire que c'était encore le Far West et la loi du plus fort. Père alcoolique et violent, mère hyper catholique, l'enfant est décrit comme timide et effacé, parfois harcelé à l'école. Il racontera qu'à 5 ans, des garçons de sa classe l'avaient enfermé dans le KGB du Toubib de la ville en compagnie d'un squelette et que cette expérience l'avait à la fois effrayé et fasciné.
Ce qui explique sans doute qu'à l'adolescence, il aimait torturer des animaux. Ainsi, des chats, des chiens furent ébouillantés ou écorchés vifs afin de satisfaire sa curiosité vis-à-vis de la mort. En parallèle, il se montrait excellent élève à l'école et, tous les étés, travaillait à la ferme familiale. À cette époque, il caressait l'espoir d'entrer dans une fac de médecine. Pour ce faire, à 20 ans, il séduit une riche et jolie blonde, Clara L., qu'il épousa en 1878 dans le but qu'elle finance ses études. Un an après, il entrait à l'école de médecine du Michigan et, très vite, par appât du gain, commençait ses premières escroqueries. Ayant renvoyé sa femme et leur fils dans le New Hampshire et muni d'un faux diplôme de docteur, il s'était fait engager par un cabinet de médecine dans le Vermont et donc fréquentait la morgue, les thanatopracteurs et les fossoyeurs locaux. Avec certains d'entre eux, il avait monté une arnaque à l'assurance particulièrement tordue. Il contractait pour un complice une assurance vie. Quelques mois plus tard, il achetait un cadavre à des fossoyeurs, le défigurait pour le rendre méconnaissable et affirmait à la morgue reconnaître son ami et toucher ainsi la police d'assurance. Il répétera l'opération à maintes reprises, s'assurant à chaque fois un petit pactole. Et c'est grâce à cet argent qu'en 1885, il débarquait à Chicago pour y ouvrir un bureau afin de vendre et d'acheter des brevets d'inventeurs. À partir de là, il prendra le nom du Dr Holmes. Cette année-là aussi, il se faisait engager comme commis dans une pharmacie. 2 ans plus tard, il en était le détenteur officiel en tuant la propriétaire après qu'elle le lui ait vendu. Entre-temps, toujours marié à Clara L., il épousait en 1887 Myrta B., une riche, blonde, avec laquelle il s'installait dans un appartement au-dessus de la pharmacie. 1 an après, il vendait la pharmacie afin d'acquérir le terrain en friche qui lui faisait face. En 1889, depuis son bureau d'achat et vente de brevets, il faisait de la pub, encore une innovation à ce moment-là, pour tenter de vendre une de ses inventions, l'ABC copieur, sorte de machine à dupliquer des documents qui nous ramène à son obsession de la production en série, de la répétition. La même année, sous le pseudonyme de Gamble, il obtenait qu'une banque avance les fonds afin de bâtir son hôtel, le Home Castle, le château. Construit en 1 an par 25 équipes d'ouvriers, l'hôtel était un concentré de nouvelles technologies. Il correspondait à la volonté de la municipalité de bâtir une ville moderne après le grand incendie. Car, dans le genre bizarre, 22 ans auparavant, en 1871, la ville de Chicago avait été pratiquement entièrement détruite suite à un incendie provoqué par une pluie de météores. Bien qu'une légende urbaine en attribue l'origine à une vache qui aurait renversé une lampe à huile, il est désormais certain aujourd'hui qu'il résultait bien de la chute dans l'atmosphère des bouts de météorites. À l'époque, toutes les constructions étaient en bois, les unes sur les autres avec du goudron sur les toits. Alors, le vent et la chaleur avaient fait le reste et permis à l'incendie de se propager à une vitesse folle. Partis des quartiers au sud-est de la ville, les flammes attaquèrent rapidement toutes les maisons alentours. Pendant 2 jours, il ravagera 17 500 bâtiments, fera 300 morts et mortes et détruira les logements de plus de 100 000 personnes. La ville, bâtie en 1833, était en grande partie réduite en cendres et cette tragédie suscita un élan d'émoi dans tout le pays. Le gouvernement injecta donc des sommes considérables pour sa reconstruction. Appâtés par les mannes financières, les investisseurs privés, les banques, les assurances sautèrent sur l'occasion et, en un temps record, une ville nouvelle vit le jour. Les bâtiments en bois étaient désormais interdits et la ville fut le théâtre d'expérimentations en matière d'urbanisme qui n'allait pas tarder à devenir bientôt la norme dans toutes les mégalopoles du monde entier. Ainsi naquit le découpage de secteurs géographiques par des routes rectilignes se croisant à angle droit plus ou moins larges, faisant office, entre autres, de coupe-feu, ou le bannissement des plus pauvres des centres-villes. Chicago, à cette époque, devint le laboratoire pour l'école d'architecture locale. Ainsi virent le jour la première bibliothèque publique gratuite, le premier gratte-ciel au monde et le second réseau de métro du pays. À la suite de l'incendie, une nouvelle économie voyait le jour, mêlant argent privé et fonds publics, corruption et magouille. Et c'est pas par hasard si c'est là qu'est née l'école de Chicago, le pire think tank libéral de l'histoire, ou le crime organisé. En attendant, dans les années 1890, tout le monde avait encore les images de l'incendie en tête et une bouillonnante émulsion agitait les beaux quartiers.
La ville se voulait être le modèle de la modernité et le Home Castle représentait le summum de ce qui se faisait de plus innovant dans bien des domaines. Sur une surface de 15 mètres sur 35, l'hôtel dépassait en hauteur tous les édifices alentours. Et si sa construction avait nécessité le travail de plus de 500 ouvriers, ce n'était pas seulement à cause du business plan de Holmes qui ne les avait pas payés et escomptait que les coûts d'éventuels procès seraient toujours moins élevés que ce qu'il leur devait réellement, mais aussi parce que dans sa logique, le départ des ouvriers non payés et leur remplacement par d'autres permettait qu'il soit le seul à vraiment connaître les plans de l'hôtel. Inaugurée en 1889, la bâtisse, en plus de chambres allouées au second étage et de ses bureaux et d'appartements pour le personnel au premier étage, possédait, on l'a dit, au rez-de-chaussée, divers commerces dont la plupart lui appartenaient. Seul un restaurant et un salon de barbier étaient loués. Pour le reste, une pharmacie, une bijouterie, une savonnerie, une confiserie et une officine d'achat et de vente de brevets, il en était l'unique propriétaire. Mais, à l'image de leur concepteur, tout ce qui s'y vendait était faux. Les médicaments de la pharmacie, c'était le plus souvent de la craie. Les bijoux, c'était du verre sans valeur. Néanmoins, pendant 5 ans, l'hôtel et ses boutiques attireront un nombre considérable de touristes. Avec son ami et associé Benjamin Pitzel, il gérait le plus prestigieux palace du monde. Mais, tout comme l'argent amène l'argent, la cupidité des plus riches n'a pas de limite et bientôt, le Dr Holmes la prendra à ses dépens. Dans une ultime escroquerie à l'assurance impliquant Pitzel, mais pour l'heure, on était en 1893 et le 1er mai, l'exposition universelle ouvrait ses portes. Elle s'étendait sur plus de 2 km et regroupait pas moins de 200 bâtiments. C'était un événement international visant à démontrer la primauté des produits manufacturés sur l'artisanat et leur portée future dans le quotidien. Une affirmation de la puissance de l'industrialisation. Benjamin Walter disait que les expositions universelles étaient les centres de pèlerinage de la marchandise fétiche. Cette année-là, l'exposition offrait au public un nombre impressionnant d'objets et d'architecture censés incarner le nouvel horizon industriel et architectural. À l'image du Crystal Palace, le premier préfabriqué en verre dans lequel se tenait toute l'exposition. Cet événement aura en effet un effet fondamental sur l'urbanisme de la ville, mais aussi, plus généralement, sur l'ensemble des arts américains et son modèle industriel. Chicago, à cette époque, c'était le centre d'un monde nouveau, basé sur l'économie et la mécanisation. En 1848, on y avait construit la première bourse de commerce occidentale, et c'est probablement attiré par cette permanente effervescence à la fois financière et technologique que le Dr Holmes avait choisi cette ville. Dans les années 1890, elle était le symbole de la révolution industrielle et de son traitement du vivant. Et ces abattoirs où travaillaient 25 000 hommes, femmes et enfants pour transformer 60 000 vaches par jour en viande, en soupe, en glu, en savon ou en engrais faisaient figure de symbole dans le symbole. Le mot d'ordre était à la rentabilisation des coûts de production, de la main-d'œuvre, des espaces. Il fallait toujours produire davantage, plus vite, dans moins de place et pour moins cher. Création des premières chaînes de montage, spécialisation des tâches, répétition des mêmes gestes. La classe prolétaire devenait la classe ouvrière, non sans une certaine fierté, voyant dans les machines un progrès, une aide pour les travaux pénibles. En plus de l'industrie de la viande, Chicago comptait les premières usines sidérurgiques du monde, avec notamment McCormick, l'inventeur de la moissonneuse, ou la Pullman Company, constructeur de wagons de chemin de fer. C'est de là qu'était partie l'idée de construire des usines sans fenêtres, avec des hauts murs éclairés par un plafond de verre, dans l'unique but d'interdire aux ouvriers et ouvrières de voir le temps qui passe. Pour la même raison, on leur interdisait aussi d'avoir une montre. La question du temps de travail agitait les masses laborieuses. Il n'y avait pas si longtemps que ça, en 1886, une grève dans les usines McCormick avait défrayé la chronique. Le 1er mai, tout le personnel avait arrêté de travailler et réclamait la journée de 8 heures. Le 4, à M Market Square, une bombe explosait qui tuait 8 policiers. Une rafle fut menée dans les milieux anarchistes et 8 militants furent arrêtés. Après un procès inique, 4 furent condamnés à mort. Le vendredi 11 novembre 1887, ils furent exécutés. En souvenir de leur lutte, cet événement était connu sous le nom de Black Friday.
Alors, quand on voit ce que le capitalisme en a fait, on peut se dire qu'il y a probablement un certain cynisme dans tout ça. Néanmoins, depuis 1887 et les 8 de Chicago, le 1er mai est le jour de la fête des travailleurs et travailleuses du monde entier. 5 ans après cet événement, à l'exposition universelle, on s'extasiait devant la profusion d'objets qui allaient bientôt envahir nos quotidiens, en omettant les litres de sueur, de sang, de larmes et de salive qu'il avait fallu pour les produire. Comme tous les commerçants et commerçantes de Chicago, Holmes profita de l'afflux de touristes pendant les 6 mois que dura l'expo. L'hôtel jouissait d'une réputation sans faille et l'argent coulait à flot. C'est en 1894 que le Dr Holmes fut arrêté une première fois, pour un simple vol de chevaux. Encore une histoire qui démontre sa radinerie et sa cupidité. En attendant le procès, une caution avait été fixée à 2 500 $ que sa deuxième épouse s'empressa de payer afin de le faire libérer. Dans la foulée, en septembre, il montait une dernière arnaque à l'assurance vie avec son partenaire de toujours, Benjamin Pitzel. Ce dernier, après avoir quitté Holmes et son hôtel, était parti avec femme et enfants à Philadelphie y ouvrir un magasin d'achat et de vente de brevets. Leur plan prévoyait de se procurer un cadavre, de le placer dans le laboratoire de Pitzel, de provoquer un incendie à la suite duquel le bon Dr Holmes viendrait reconnaître le corps de son ami et ainsi toucher l'assurance. Mais les choses se passèrent différemment et, ne parvenant pas à mettre la main sur un cadavre ressemblant à Pitzel, Holmes décida de supprimer directement son complice. En novembre, une lettre anonyme parvenait à la compagnie d'assurance. Elle dénonçait la supercherie et affirmait que le cadavre n'était pas celui de Pitzel. Après enquête, on exhumait le corps, il s'agissait bien de Pitzel. Comprenant la situation et craignant pour sa vie, Madame Pitzel, qui entre-temps avait touché une partie de l'assurance, se rendit au commissariat avouer que son mari et Holmes avaient combiné un faux accident et accusait donc le docteur de meurtre. Arrêté le 17 novembre à Boston, il risquait la pendaison pour vol de chevaux au Texas, alors il choisit d'être jugé d'abord à Philadelphie pour escroquerie à l'assurance. Pendant son incarcération, dans l'attente du procès, l'inspecteur Geyer, mandaté par le procureur, retraçait tous les déplacements de Holmes à travers le pays dans l'espoir de prouver sa culpabilité dans l'affaire Pitzel. Holmes fut condamné une première fois à 2 ans de prison pour escroquerie, mais grâce au travail de Geyer et des détectives de l'agence Pinkerton, employés par la compagnie d'assurance, la justice décida d'ouvrir un second procès pour l'homicide de Pitzel. En enquêtant autour des 900 maisons où Holmes avait séjourné avant son arrestation, Geyer avait découvert dans une cave à Toronto les cadavres de 2 des 3 enfants de Pitzel, puis à Indianapolis les restes calcinés du 3e, préalablement découpés en morceaux. Reconnu coupable des meurtres de Pitzel et de 3 de ses enfants en octobre 1895, le Dr Holmes fut condamné à mort par pendaison. Entre-temps, la police et des journalistes avaient perquisitionné l'hôtel. Constatant bien des aménagements bizarres, ils n'avaient néanmoins pas réussi à relier l'établissement à un seul crime. Depuis sa cellule, en attendant son exécution et acculé par les preuves de la police qui l'accusait de 8 meurtres, Holmes en avouait 14, puis 27, et enfin vendait ses confessions aux plus offrants des journaux, l'argent devant servir à financer les études de son premier fils. Mais Holmes livrera diverses versions contradictoires, variant notamment sur le nombre exact de ses victimes. On peut noter cependant dans ses ultimes confessions, en plus de sa cruauté et de son sadisme assumé, qu'il était obsédé par le diable. À lire ses écrits, à la fin de sa vie, il se serait métamorphosé pour prendre les traits du malin. Mais personne n'en tint compte, on prenait ça pour ce que c'était, une ultime tentative de se déculpabiliser. Et si l'affaire connut un certain retentissement à l'époque, c'était rien à côté de l'émoi que suscitera la suite des événements. Car si, avec ses 27 meurtres, le Dr Holmes était déjà considéré comme le premier tueur en série du monde, les découvertes faites à l'hôtel le placeront sans doute comme le plus prolifique et sûrement le plus organisé. Dans une surface de 15 mètres sur 32, le Dr Holmes avait créé un espace hyper fonctionnel. Reprenant à son compte les théories de Katharine Beecher sur la rationalisation domestique et les principes scientifiques appliqués à la ménagère, parus dans les années 1870, il avait fait de son château une parfaite usine à crimes. Tout l'hôtel avait été construit dans ce but.
Pour qu'on le découvre, il fallut qu'après la mort de Holmes, des journalistes et la police reviennent sur les lieux et comprennent enfin la véritable utilité de tous ces trucs étranges qu'ils avaient vus la première fois. Des trappes sous les moquettes, des chambres qui mènent à des tapis roulants, le tout permettant de déplacer des corps d'un étage à l'autre sans attirer l'attention. Le fameux passe-plat qui avait la même fonction, une multitude de corridors et de passages secrets, des parois coulissantes qui cachaient des pièces sans fenêtres, des conduites de gaz qui aboutissaient dans les chambres, une pièce ignifugée qui pouvait se transformer en fournaise, un coffre-fort aux dimensions incroyables et tout un système électrique qui, à l'aide de capteurs, permettait en plus de surveiller les allées et venues de tout le monde, était sans aucun doute la première machine pour tuer à distance. Et toute cette installation aboutissait à un seul endroit, le sous-sol. Divisé en plusieurs sections avec un véritable crématorium, des cuves de chaux vives et d'acide, une table de dissection et peut-être, personne ne s'accorde là-dessus, une table d'étirement servant à torturer ses victimes, ce qui lui vaut aujourd'hui le surnom de « Docteur Torture ». Quoi qu'il en soit, ce fut en récoltant des preuves dans ce sous-sol et en recueillant des milliers de témoignages qu'on a pu découvrir que l'individu avait possédé pas moins de 7 identités différentes, avait été marié au moins à 4 femmes et qu'on réussit enfin à estimer le nombre de ses meurtres à 200, dont plus de 90% étaient des femmes. On pense que ses premières victimes étaient ses épouses et ses secrétaires. Dans le premier cas, de riches, blondes, et dans le second, le plus souvent, des jeunes femmes pauvres et seules qui avaient quitté la campagne pour tenter leur chance en ville. Le métier de sténographe était en vogue. La machine à écrire venait d'être inventée et on employait à tour de bras. Holmes, toujours fidèle à son époque, en embaucha plus d'une centaine à qui il faisait signer une assurance vie avant qu'elle ne disparaisse comme par enchantement. Les seuls hommes qu'il a tués furent des complices trop gourmands et Benjamin Pitzel, là encore pour de l'argent. Les riches clientes de l'hôtel, qu'il séduisait parfois, figurent en bonne place sur la liste de ses victimes. Il gazait, asphyxiait, brûlait, presque toujours à distance, froidement et avec méthode, puis il déplaçait les corps mécaniquement à l'aide de glissières jusqu'au sous-sol où il les disséquait, les plongeait dans l'acide ou la chaux vive, peut-être les torturait. En tout cas, à cette époque, le clou des spectacles de magie consistait à démembrer une femme sur scène. Ça faisait sensation. Pourquoi une femme plutôt qu'un homme ? Sans doute, plus qu'une question d'esthétisme, il s'agissait bien là d'une démonstration ultra-violente de la domination masculine issue d'une société patriarcale. D'ailleurs, Holmes découpait ses cadavres exactement de la même façon que dans les tours de magie. Et surtout, en véritable apôtre du capitalisme industriel, il avait fait de son hôtel une authentique manufacture du meurtre, dans laquelle rien ne se perdait, puisqu'il avait même revendu aux écoles de médecine de la région certains squelettes de ses victimes. Il transformait les corps en marchandises, utilisant pour ça tout ce qu'offrait la technologie de l'époque. On peut penser également que le Dr Holmes a bénéficié de nombreuses collaborations, que ce soit de la part d'employés des compagnies d'assurance, que le nombre de contrats à ses noms avait dû alerter, et même peut-être de la police de Chicago, probablement informée de quantité de cas de disparition autour de l'hôtel. Mais le fait que, dans ces 200 victimes, on ne dénombre que 8 hommes n'est à coup sûr pas étranger à cette inaction générale. Durant 5 ans, dans une ambiance de sexisme assumé, voire de mépris social, puisqu'en plus d'être des femmes, la plupart de ses victimes étaient pauvres, Holmes, véritable tueur en série, avait mis en pratique dans son hôtel toutes les connaissances de l'époque en matière de mécanique industrielle d'abord, mais aussi en puisant dans des domaines aussi différents que l'architecture, le design, la publicité, les nouvelles technologies, jusqu'aux toutes récentes sciences sociales. Précurseur des crimes de masse, le Dr Holmes, avec son absence d'idéologie et de remords, sa cupidité sans limite, est, à sa façon, la figure parfaite d'un capitalisme prédateur et désincarné. Holmes fut pendu le 7 mai 1896. Avant de mourir, il avait obtenu 2 faveurs de l'administration pénitentiaire. Une lampe à huile pour mettre de l'ordre dans ses papiers lors de sa dernière nuit et qu'on prenne de lui une photo afin qu'il l'envoie à ses amis. Enfin, il émit le souhait que son corps soit noyé dans du ciment afin que personne ne le subtilise pour en faire commerce. Quand on pense à ce qu'il a fait subir à ses victimes, ça donne à réfléchir. À 35 ans, le faux docteur, polygame, escroc aux assurances-vie, démembreur de cadavres,
inventeur et premier tueur en série, est mort. Il aura été le premier à mettre en pratique la rationalisation technocapitaliste au service du crime de masse. Et quand, 50 ans plus tard, les nazis imagineront les camps d'extermination, ils utiliseront les mêmes logiques basées sur le rendement et la déshumanisation des tâches. À ce propos, en 1895, un journaliste dans le Chicago Daily avait écrit « Holmes aura été le premier à prendre conscience de l'infaillibilité d'un crématorium comme instrument de destruction des preuves de sa culpabilité. » Quoi qu'il en soit, le Dr Holmes avait fait de son hôtel le lieu parfait de la production en série du meurtre standardisé. Prenant son essor en même temps que la société industrielle, il en était l'incarnation absolue avec sa chosification du vivant et sa mécanisation de la mort. Source principale, La manufacture du meurtre d'Alexandra Midal, édition Zone, dans lequel on peut retrouver notamment les confessions complètes du Dr Holmes.